Une belle surprise, l'iPad mini 6, une absence, les nouveaux AirPods, entre les deux l'Apple Watch Série 7 à design quasi identique et la gamme iPhone 13, une évolution sans révolution. Dans un instant, retour sur la keynote de ce mardi 14 septembre 2021. Ce qu'Apple n'a pas dit mardi soir, soit par manque de temps, et il faut bien faire des choix, soit délibérément pour ne pas mettre en avant des détails peu avantageux, des nouveautés annoncées. On va faire un premier tour d'horizon de ces infos cachées. Ma maison connectée, la domotique en version HomeKit, comme chaque semaine avec François. Aujourd'hui, de nouveaux produits HomeKit chez Ikea, le Suédois qui continue d'étoffer sa gamme. iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 55, le 4e de cette saison 2. Bonjour à toutes et à tous. Et vous, ça va ? Parce que nous, on est cuits entre la keynote, le live, i5 tous les jours et son bonus, et la rentrée pour tout le monde avec la reprise progressive du rythme. D'après vacances, on n'a pas chômé. Et donc, même HS, on est fidèle au rendez-vous du jeudi soir. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, même avec des cernes. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va très largement revenir sur la keynote de mardi soir avec mes complices et un guest qui s'incruste. Mais c'est nous qui lui avons proposé de profiter scandaleusement de l'absence exceptionnelle d'Eli. Je commence donc par lui. Salut Fabrice Neumann. Salut Benjamin, salut François, salut Gilles. Très heureux d'être de nouveau avec vous. Oui, je profite de l'absence d'Eli. J'espère que surtout je saurai être à la hauteur en ayant quelques commentaires à peu près intelligents. Alors, j'en suis sûr. Je rappelle ton palmarès, Fabrice. Tu es mentor en technologie. Oui, mentor en technologie, ça veut dire quoi ? J'aime bien ce terme-là parce que ce que j'aime bien faire, c'est expliquer aux gens comment ça marche plutôt que de les laisser dans la panade devant un appareil électronique quel qu'il soit. Je fais ça depuis des années et c'est vraiment ça. Les clients, j'aime bien essayer de les rendre autonomes, quoi. Donc j'ai commencé avec tout le monde. J'ai commencé dans la presse micro pour faire ça, pour expliquer aussi, pour raconter des histoires, expliquer la techno, et je fais ça maintenant avec tout le monde. Voilà. Voilà. Tu es aussi auditeur d'iWeek, la semaine Apple. Et d'i5, notre podcast quotidien. Alors, est-ce que tu es accro ? Est-ce que ça y est ? Ah oui, mais absolument. D'ailleurs, je ne manque pas de me faire au moins à moi-même une réflexion extrêmement méchante quand j'entends rendez-vous demain avant midi. Et des fois, j'ai reçu le podcast à 12h05 et je grogne. Tu as raison. Je grogne gentiment, naturellement. En tout cas, merci Fabrice d'être de retour 48 heures plus tard. Je suis sûr que ces nuits t'ont porté conseil. On va le voir après, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de revenir un peu. Il y a l'excitation de la keynote, on découvre des choses, on a des réactions à chaud, et puis après, on réfléchit un peu, puis on apprend aussi des choses petit à petit au fur et à mesure des choses qui sont publiées par Apple ou qui sont découvertes par d'autres gens et qui n'ont pas été indiquées pendant la keynote. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'y revenir un petit peu plus tard pour détailler un peu tout ça. Voilà, on va donc le faire notamment avec toi. Ils sont là aussi aujourd'hui. Eux, ce sont des fidèles au poste. Salut Gilles et salut François. Salut Benjamin, salut Fabrice. Salut François. François est C'était à savoir qui allait parler en premier, donc je t'ai laissé le droit d'aînesse. Gilles, je crois que tu es plus ancien que moi, donc voilà, même si on dit généralement beauté avant âge, donc quoi qu'il en soit, tu passes devant moi. Salut Benjamin, salut Fabrice, salut Gilles, très heureux d'être avec vous ce soir, et surtout heureux d'être avec Gilles, qui n'était pas avec nous lors de la keynote avant-hier soir, et je suis très curieux et j'ai très hâte de savoir comment il a trouvé la keynote. Gilles, on va évidemment avoir ton retour. C'est une sacrée semaine qu'on vit là, tous ensemble. Oui, il y a eu le retour d'Apple du verdict du procès qui l'opposait à Epic, et puis là, il y a eu cette keynote où on va dire que Apple n'a pas forcé son talent et un petit peu fait les choses à la papa, comme on disait dans les années 50.
Bon, ensemble, on va revenir sur la partie visible de la keynote de mardi dans un premier temps, toutes les annonces, et puis la stratégie d'Apple, les prix, les dates, la forme de cette keynote. On va ensuite détailler tout ce qu'on a appris depuis la clôture de la keynote. On va partager avec vous toutes ces infos, petites ou grosses, sur les nouveaux produits. Apple n'en a pas dit un mot mardi soir, peut-être par manque de temps, et dans certains cas parce que ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour les clients. Et donc vous allez vraiment tout savoir à J+2. Les mises à jour de la semaine, peut-être sans doute les dernières avant la sortie des nouvelles vraies grosses versions. Ce sera lundi prochain, le 20 septembre. Ces mises à jour portent le numéro 11.6 et 14.8 et elles ont un point commun, Fabrice. C'est Pegasus. Hein. Eh oui. Oui. Alors, en vrai dire, j'ai même été un peu surpris. Je pense que j'étais pas tout seul à espérer que la mise à jour précédente avait bouché un peu les trous. Visiblement, pas totalement. Au-delà de la 14.8 et du reste, je trouve intéressant de voir aussi que d'autres versions antérieures ont été mises à jour aussi. Il me semble avoir vu une mise à jour sur mon iPad mini très vieillissant, donc maintenant, vu les annonces d'avant-hier, qui est encore en iOS 12. Donc, mais je trouve ça très bien. Enfin voilà, on est sur de la longévité d'appareils et de la mise à jour de systèmes, même d'appareils un peu anciens. Et j'applaudis des deux mains à chaque fois que cela se produit. Bon, on va évidemment y revenir tout à l'heure. Ma maison connectée, HomeKit, de plus en plus présent chez Ikea, François, ce sera l'un de tes sujets du jour. Oui, alors l'actu HomeKit est vraiment pas folle en ce début d'année, c'est comme ça. Hein. Donc j'ai quand même trouvé quelques petites news, et puis voilà, je continue à farfouiller pour essayer de trouver de nouveaux produits à tester. J'en ai un ou deux en vue, donc je vais essayer de les recevoir assez rapidement pour pouvoir vous faire des tests. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'en plus avec le report de Matter, je pense que on risque de pas avoir grand chose dans les semaines à venir, ça risque d'être plutôt dans les mois que dans les semaines à venir, je pense. On va donc en profiter avec toi aujourd'hui. Et puis le tuto audio tout à l'heure, comment mesurer vos enfants et leurs copains avec le lidar de votre iPhone Pro ou Pro Max. Je vous expliquerai comment avoir l'air hyper branché tout à l'heure. iWeek, la semaine Apple, c'est d'abord un podcast audio hebdo, dispo sur toutes les grandes plateformes dont Spotify et Deezer. Abonnez-vous, c'est gratuit sur Apple Podcast. Merci d'avance pour vos notes 5 étoiles et pour vos avis. iWeek, c'est aussi en vidéo à partir du vendredi, en tout cas on essaye, sur la chaîne YouTube d'iWeek et c'est toujours gratuit. Alors soutenez-nous, c'est le cas de Fabrice. C'est très simple, il vous suffit d'aller sur patreon.com/iWeek et de choisir le montant de votre soutien par épisode à partir d'1,50€, le prix d'un café en terrasse à Paris. C'est ce qu'a fait notre dernier contributeur en date, Gérald Duzer, que je tiens d'autant plus à saluer et à remercier qu'il nous écoute depuis la Chine. Un coucou de l'Empire du Milieu, écrit-il. Je vous écoute avec grand plaisir tous les samedis matins devant mon café. Ne changez rien, c'est top. Bien, merci vraiment infiniment à toi, Gérald, et je n'ai qu'un mot à dire. Faites comme lui sur patreon.com/iWeek. Et puis, si on vous manque entre deux jeudis, essayez i5, notre nouveau podcast quotidien, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, avec l'essentiel de l'actu Apple, avec votre serviteur et la team en alternance. i5, c'est votre dose Apple quotidienne, exclusivement sur Apple Podcast. 3,99€ par mois, sans engagement et avec 3 jours d'essai gratuit. Vous n'avez aucune raison de ne pas y goûter. Vous savez tout, dans une seconde. Retour sur la keynote iPhone 13, Apple Watch Série 7 et iPad de mardi. 1h18 de California Streaming. On attendait les nouveaux AirPods et on a eu les nouveaux iPads. On attendait un tout nouveau design pour l'Apple Watch et on a eu le même design en plus grand. C'était donc mardi dernier, 14 septembre 2021. Avant de partager avec vous les infos qu'Apple n'a pas dévoilées mardi soir, on va commencer par la partie la plus visible de l'iceberg, le récap, les annonces officielles, les produits. Et on va démarrer, je vous le propose, avec ce qui a été la surprise, c'est-à-dire l'annonce des nouveaux iPads et notamment de ce nouvel iPad mini. Petit tour de table, on est tous emballés par ce nouvel iPad mini. Hein. François, toi qui l'attendais depuis si longtemps.
Ouais, bah, c'est vrai que j'étais très, voilà, très satisfait. Je trouve que voilà, c'est comme d'ailleurs ça a été dit Attends, tu n'en pouvais plus d'attendre. Oui, j'irai peut-être pas jusque-là quand même, il y a plus grave dans la vie, mais c'est vrai que j'étais content et je me suis empressé de le commander à l'issue de la keynote. Non, je pense que, voilà, comme Apple l'a dit, c'est la plus grosse mise à jour depuis la sortie de l'iPad mini. C'est vrai, quand on regarde le premier iPad mini et l'iPad mini 5 qui était encore au catalogue jusqu'à hier, bah, au final, au niveau du design, c'était exactement la même chose. Une des seules différences, en fait, ça a été l'arrivée du Touch ID, qui n'était pas présent sur les premières générations. Évolution de l'appareil photo, plus rapide, mais en dehors de ça, le châssis est resté tout le temps le même. Donc là, on a vraiment une grosse mise à jour. Après, il y a eu quelques petites surprises. C'est vrai que les boutons de volume au-dessus, moi, ça m'a surpris. C'est sûr que à voir à l'usage, mais voilà, ça va nous demander, à mon avis, un peu de temps pour se mettre à la page. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui était sorti sur Amazon, par exemple, à partir d'avant-hier, ça faisait partie des rumeurs qui circulaient. Gilles, ton sentiment quand tu as découvert cet iPad mini 6? Ah, c'est presque, on pourrait presque l'appeler l'iPad SE, un équivalent en puissance à ce que peuvent faire les autres, et avec un facteur de forme et un écran beaucoup plus facile, portable, versatile, comme on dit en franglais. Je parle sous l'œil courroucé de Fabrice. Mais Non, c'est même pas vrai. Il a le sourire. Fabrice, t- t- toi, tu l'appellerais peut-être iPad Pro mini, non? Euh, Plutôt iPad Air mini. Oui. Parce que très clairement, là, le design est emprunté à l'iPad Air 4 d'octobre dernier. Les flancs plats, les coins arrondis, la bordure noire un peu plus fine. Moi, j'appelle pas ça un écran bord à bord, hein, mais en termes de design pour un iPad, il faut qu'il y ait des bords pour pouvoir le tenir, de toute façon, donc ça me dérange pas du tout. Voilà, pour moi, c'est un iPad Air 4 mini et j'ai envie de l'avoir en main. ah, c'est mieux qu'un iPad Air. L'iPad Air, le 4, a pris clairement un coup de vieux avec cette mise à jour là sur les deux nouveaux modèles. C'est un petit peu étonnant que Apple ait fait l'impasse. Peut-être qu'il y aura une séance de rattrapage en octobre, j'en sais rien. C'est peu probable, mais c'est peut-être là la vraie surprise. Alors, l'une des raisons, c'est peut-être que cet iPad mini 6, il est propulsé par le même processeur que les iPhone 13. Et donc, c'est ce qu'Apple sait faire de mieux aujourd'hui. Mhm. Ouais, mais François? je rejoins ce que disait Gilles. C'est vrai que du coup, l'iPad Air, qui est quand même plus cher du coup que l'iPad mini, se retrouve avec un processeur A14 et du coup un processeur plus vieux que son petit frère en gros quoi. Donc c'est assez étonnant. Je le rappelle, l'année dernière, l'iPad Air avait été présenté avant l'iPhone 12 et donc du coup c'est l'iPad Air qui avait eu l'honneur d'avoir un processeur A14. Donc là, il y a eu, voilà, c'est plutôt étonnant. Et je rejoins Gilles, je pense qu'on aura une mise à jour à un moment ou à un autre de l'iPad Air. C'est pas possible qu'il le laisse avec un processeur moins rapide que l'iPad Air 4. Parce que dans la gamme aujourd'hui, Fabrice, l'iPad Air 4, il est complètement out. Alors, ouais, enfin, soyons sérieux aussi quand même. L'A14 Bionic, c'est pas un processeur de quatrième âge, quoi, non plus, hein. Donc, l'iPad, comme tous les produits, alors on va dire que je sors ma rengaine et je vais la sortir assez souvent, mais comment dirais-je, les produits informatiques en général, les produits Apple en particulier, ont une durée de vie qui augmente régulièrement. Et là, un iPad Air 4 aujourd'hui, c'est un excellent achat, quoi. C'est pas parce qu'il est sorti à peu près il y a un peu moins d'un an que ça le rend totalement obsolète. Franchement, loin de là. Donc c'est aussi le jeu des sorties. Il y a toujours mieux un peu plus tard, c'est normal, mais un iPad Air 4 encore dans 3-4 ans, ce sera une super machine. Mais Fabrice, on se pose toujours la question au moment de l'achat de la gamme et on essaye toujours de trouver le modèle qui va être le meilleur compromis entre le prix, la puissance, les fonctionnalités et le budget. Et Et qui aujourd'hui, va durer le l'iPad plus Air longtemps 4, aussi.
il est distancé, notamment par l'iPad mini 6. Oui, oui et non, parce que j'ajouterais à l'équation que tu décris justement la notion de besoin. Et si on a un besoin d'un écran un peu plus grand, alors c'est l'iPad Air 4 qui sera le meilleur compromis et il sera très bon. C'est ça que je voudrais qu'on ne perde pas de vue en fait. Est-ce qu'on peut faire un petit récap des caractéristiques, François, de cette iPad mini 6? Bon, on a parlé du design hein, qui met vraiment un coup de vieux à la gamme précédente. Hein. Si on met un mini 6 et un mini 5 côte à côte, on a quasiment changé de siècle, on va dire. Hein. Mais à l'intérieur et en termes de fonction, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cet iPad mini 6? Alors sur l'iPad mini 6, on a déjà l'écran, hein, comme on l'a dit, on a un écran qui est plus grand, on a un écran qui fait 8 pouces 3. Alors effectivement, comme le disait Fabrice, c'est pas un écran bord à bord, hein, pas du tout. Alors on a souvent reproché à l'iPad Air 4 d'avoir des bordures un peu plus épaisses, un peu plus grandes que les iPad Pro. C'est vrai que sur l'iPad mini, il faudra le voir en vrai je pense, mais les bordures sont toujours présentes, mais en même temps au niveau de l'appréhension c'est beaucoup mieux. On se retrouve avec un écran True Tone. Comme son grand frère, on a 500 nits, ce qui est plutôt pas mal. Comme l'iPad Air 4, on a le bouton Touch ID sur le bouton d'allumage. On l'a dit, hein, les boutons de réglage du volume se retrouvent sur la tranche en haut à gauche, donc vous aurez tous les boutons en fait qui sont sur la partie supérieure de l'iPad. On a le droit à la superbe fonctionnalité caméra cadre centré. C'est-à-dire que vous pourrez bouger et automatiquement l'iPad se réajustera en visio. Alors hier, Apple a fait la publicité par exemple avec Zoom, hein, ça fonctionne avec de plus en plus d'outils de visioconférence. Donc on a le droit à une compatibilité avec l'Apple Pencil 2, et contrairement à ce que je pensais, on n'a pas le Smart Connector. Donc ce qui veut dire qu'on n'aura pas le droit à un Magic Keyboard pour l'iPad mini. Moi c'est vrai que ça me faisait plutôt... ça aurait pu être sympa d'avoir un clavier comme ça. Je pense que des marques comme Logitech vont rapidement s'emparer du projet et faire un mini clavier, ça va arriver. Autrement on a de la 5G, on a 4 couleurs. C'est pas les mêmes couleurs que l'iPad Air. Donc mauve gris sidéral, rose et lumière stellaire. Et puis au niveau des tarifs, l'entrée de gamme est à 559 € pour un modèle en 64 Go. Et il y a juste une option de 256 qui fait quand même 170 € de plus. Fabrice, quelle est la nouveauté la plus séduisante pour toi dans cet iPad mini 6? C'est une bonne question. Le fait qu'il y ait un nouveau design, ça donne envie, surtout quand on en a un peu vieux. Sinon, en termes d'écran, je voulais revenir sur un truc, j'y avais pas pensé tout de suite, mais du coup, la diagonale change, mais les proportions aussi. C'est-à-dire que les bordures ont été réduites surtout en haut et en bas, du coup, ce qu'on appelle des fois le front et le menton, et résultat, on est passé d'un 4/3 à presque un 16/10, ce qui change un peu aussi quand on regarde des vidéos, les bandes noires en haut, en bas vont être un peu plus fines aussi. Je pense que ça va rendre le visionnage de vidéos plus agréable. Le fait, les bords plats, je pense que c'est vraiment sympa sur un iPhone. Déjà, un iPhone 12, c'est quand même vraiment bien. C'est plus agréable. Ma fille pourrait vous le dire, elle ne tarit pas d'éloges sur son iPhone 12 mini. Le compare avec dédain à mon iPhone 10. Voilà, c'est un plus grand écran, un petit peu plus grand dans un volume identique, voire même un petit peu plus petit parce qu'il est moins haut. Avec un écran plus grand, ça en fait... Et il passe en dessous des 300 grammes, juste à quelques grammes près. Je trouve que ça en fait une machine vraiment attirante. Gilles, même question pour toi. Quelle est peut-être la nouveauté qui te marque le plus sur cet iPad mini 6 ? Apple continue à tracer son sillon télétravail ou podcaster ou tout simplement réseaux sociaux avec Center Stage. J'ai pas la traduction. Le cadre centré, pardon. J'ai pas vu le truc en On peut rappeler français. Ce que c'est, peut-être en un mot, pour ceux qui ne savent pas. Automatiquement, le logiciel va, ou plutôt le système va recentrer le sujet principal, voire les sujets principaux au centre de l'écran et récupérer la balance de couleurs, la luminosité la plus flatteuse. On est vraiment sur des choses qui sont
pensé pour faciliter, donner du plaisir, en fait. Euh, Il y a un mode euh, amélioré sur les caméras également. Euh, euh, Apple euh, poursuit sur ce créneau-là qui avait été entamé avec les nouveaux iMac, l'iPad Pro. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de... Ils ont gardé les leçons, retenu les leçons du confinement et de cette tendance qui va perdurer. On va dire un mot de l'iPad 9 qui évolue lui aussi. Alors le changement est moins radical, hein, François, que pour l'iPad mini 6. Bah oui, en fait, hein, cet iPad garde le même écran qu'il avait avant, un écran 10 pouces 2. On a le droit à la caméra avec l'option cadre centré, donc on a quand même un capteur de 12 mégapixels en façade, c'est quand même pas mal. Il récupère le processeur de l'iPhone 11, donc c'est un A13 Bionic. Et puis on a un entrée de gamme qui est à 389 euros. Donc ça reste quand même plutôt raisonnable pour un iPad qui, alors là je rejoins Fabrice, qui va vraiment durer très très longtemps. Et c'est vrai que c'est l'avantage de ce matériel, de ces iPads. Autant les iPhones, je trouve, on peut, avec le temps, trouver des petits ralentissements, la batterie diminue un peu, mais je trouve que sur l'iPad, on le voit beaucoup moins. Moi, au quotidien, là, j'avais récupéré un iPad mini Retina en deuxième génération, et honnêtement, j'utilise au quotidien pour mon fil Twitter, voilà, pour pas mal de petites choses, et ça tourne vraiment bien. On garde deux couleurs, et il y a une option à 256 Go. C'est le seul reproche que je ferai, et c'est un peu comme pour l'iPad mini, c'est le fait qu'il n'y ait que deux stockages, 64 et 256. Je trouve qu'un 128 entre les deux aurait été judicieux. Je trouve que 64 c'est un peu juste, 256 c'est beaucoup, et là-dessus Apple aurait pu voilà, faire une version intermédiaire, ça évitait de mettre quasiment voilà, 160, 170 euros sur la table pour passer de 64 à 256. Hmm. Fabrice, l'iPad, c'est devenu le modèle le moins cher dans la gamme. Oui, oui, c'est pas la première fois que ça lui arrive. C'est un modèle vraiment très intéressant. Le fait que le modèle de base passe quand même de 32 à 64, ça en rend, c'est donc quand même enfin suffisant. C'est vrai que bon, un modèle à 128 entre les deux, j'ai envie de dire, c'est pour faire plaisir à Ellie, comme ça il n'aura pas trop de différences, différents modèles à gérer. Ça rend la chose assez simple à choisir et ça s'appelle l'iPad tout court et c'est vraiment la tablette quoi. En gros, il y a pas quand on veut une tablette, on se pose pas la question, on prend ça et globalement, j'entends déjà ceux qui vont me taxer de t'es pro Apple, ceci, cela, mais quand on veut une tablette à ce prix-là, on prend un iPad et on réfléchit pas à autre chose quoi. Gilles, quel peut être l'impact de cette nouvelle gamme sur les ventes d'iPad, puisqu'on sort d'un semestre là tout juste? Là, c'est clairement pour le marché de l'éducation ou pour faire plaisir à Junior. Mais sur le marché de l'éducation, alors que vraiment, là aussi, la pandémie a eu des répercussions hein, en termes d'accélération de la prise de conscience de la nécessité d'avoir une éducation plus tournée vers les nouvelles technologies. L'iPad fait déjà prime sur le marché de l'éducation. D'une façon générale, il reste les autres marques se partagent une petite moitié du marché. Là, ça va être assez difficile, quoi. Je veux dire, ça va être assez difficile pour la concurrence avec ce bond en avant qui met la barre un petit peu plus haute, encore une fois. Je vous propose qu'on passe aux iPhone 13. On les attendait, ils étaient au rendez-vous mardi soir. Pas 12S, mais bien iPhone 13. François, je me tourne vers toi qui est un petit peu la mémoire des caractéristiques, presque encyclopédique des caractéristiques des nouveaux produits. On retrouve comme sur la gamme 12, 4 modèles, le mini, l'iPhone 13, le Pro et le Pro Max. C'est ça. On a le droit au même processeur sur les 4 modèles. Alors c'est un A15 Bionic
6 corps CPU, il y a eu juste une différence, c'est au niveau de la partie graphique où les iPhone 13 mini et 13 ont 4 cœurs au niveau du GPU, alors que sur les modèles Pro, on en a 5, donc il y en a un de plus. D'ailleurs, au passage, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, l'iPad mini a bien, lui, 5 cœurs GPU, donc c'est-à-dire qu'il a la même configuration que le modèle Pro. Donc c'est en ça que, voilà, on peut vraiment se dire que l'iPad mini, il est paré pour l'avenir, quoi. C'est plutôt cool. Alors vous allez me dire honnêtement un GPU de plus, est-ce que ça va changer quelque chose? Voilà, au quotidien, je sais pas. Sans doute, si Apple le fait, c'est que c'est pas uniquement pour le chiffre, on imagine. On retrouve voilà, des écrans un peu différents. C'est ce qu'on a expliqué. Donc sur l'iPhone 13, on a un écran. Alors les noms sont toujours à rallonge, hein, je rejoins, c'était toi qui le disais, je crois, mardi soir, Fabrice. Il y a un moment, les slides vont plus être assez grandes pour le nom des écrans. On a un écran OLED Super Retina XDR. Voilà, ouf. Avec promotion pour les pros. Pour les pros, c'est la grosse différence. C'est clair, c'est la grosse différence. Il gagne 28% de luminosité en matière de nits sur le modèle d'entrée de gamme, c'est un gros mot, mais sur le modèle 13. On a le droit à 2 capteurs photo. Alors on l'a vu, hein, les optiques ne sont pas placées de la même manière, elles sont en diagonale, elles sont plus l'une sur l'autre. On a une stabilisation optique, ce qui est vraiment cool. Sur le grand angle, donc avec un capteur, il fait toujours 12 mégapixels. On a une ouverture à 1.6, à f1.6, donc c'est vraiment bien. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de lumière à rentrer vers le capteur. Le grand angle, il est toujours à 26 mm, et on a toujours un ultra grand angle qui ouvre à f2.4, donc c'est pas mal aussi, et avec une focale de 13 mm. Moi j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, mais aujourd'hui, la plupart du temps, quand je suis en rando, j'ai toujours un appareil photo avec moi, voire 2 même des fois, et je sors toujours l'iPhone dans un seul cadre, c'est quand j'ai besoin de l'ultra grand angle, parce que 13 mm, c'est vraiment cool, et je trouve que ça capte un grand spectre. On retrouve surtout, et ça a été la grosse nouveauté qui était vraiment sympa, c'est le mode portrait pour la vidéo, et moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Et puis surtout une autonomie qui est améliorée, 1h30 de plus pour le mini et 2h30 pour le mode normal. J'avais testé l'année dernière l'iPhone 12 mini, et c'est vrai que j'avais trouvé que l'autonomie était un peu juste. Ça me donne presque envie de retester l'iPhone mini pour voir si la batterie tient vraiment plus longtemps. Comment est-ce que Apple justifie cette augmentation de l'autonomie ? Je crois qu'ils ont expliqué qu'ils avaient revu l'intérieur de l'iPhone et que les batteries doivent être un petit peu plus grandes. Il y a 3 éléments, effectivement. Il y a cette batterie qui a davantage de place à l'intérieur des iPhones. Il y a iOS 15 qui apparemment gère mieux l'énergie. Et puis, il y a les processeurs, le A15 Bionic qui lui aussi s'en sort mieux en termes de gestion de l'autonomie. C'est quand même significatif, 1h30 de plus sur un petit téléphone comme l'iPhone 13 mini, Fabrice. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu le petit talon d'Achille du mini. Pour ce que tu disais aussi, et il me semble que Jean-Christophe l'évoquait dans i5, les iPhones ont pris un bon point aussi un petit peu. Il a eu cette phrase formidable en parlant de la fin de la dictature de l'anorexie qui était due à Johnny Ive. Donc voilà, Apple se permet d'avoir des iPhones un petit peu plus épais pour avoir un peu plus d'autonomie. Il n'y a rien à faire, hein, malgré les progrès des batteries. Pour avoir plus d'autonomie, il faut en mettre plus. Pour l'instant, les progrès sont ce qu'ils sont. On n'arrive pas à compacter l'énergie plus qu'on ne le fait depuis longtemps. Donc un peu plus d'autonomie, c'est très bien. Pour moi, pour finir là-dessus, ça rend le modèle mini encore plus indispensable. Je croise tous les doigts que j'ai pour qu'il le conserve et pas qu'il s'arrête après le 13 mini. Parce que le mini avec un écran de 5 pouces 4, c'est quand même pas si mini que ça. Et moi, les grands téléphones pèlent à tarte, ça me plaît moyen. Donc j'aimerais bien que un modèle de taille plus raisonnable reste au catalogue. Alors en termes d'épaisseur, puisque tu en parlais Fabrice, les 4 modèles font 0,25 mm d'épaisseur en plus. Et puis après, quand on les met sur la balance, alors le 13 Pro pèse 15 grammes de plus que son prédécesseur, plus 12 grammes pour le 13 Pro Max, plus 10 grammes pour l'iPhone 13 et plus 6 grammes pour le 13 mini. Je posais la question à Jean-Christophe dans i5, effectivement. Est-ce que vous pensez que ça va se sentir soit dans la poche de jean, soit dans la poche de veste, François ?
Je suis pas convaincu. On en est quand même à des. C'est très très léger. Après, bon, faudrait tester, hein, mais c'est vrai que les. Jean-Christophe disait c'est quand même un quart de kilo pour le Pro Max quasiment. Parce Ouais, qu'il ouais, est à bon. 238 grammes, je crois. Ouais, mais après, Jean-Christophe va peut-être pas aller à la salle, donc c'est pour ça il aura peut-être plus de mal à supporter le poids en plus. Mais non, à voir. Oui, remarque, oui, je m'emporte sans doute. Faut Faut voir. tester, je pense. Fabrice? Jean-Christophe disait que c'était pas forcément le problème dans la poche, mais à la main. Donc c'est aussi le Là, je compromis le rejoins. qu'on essaye de trouver quand on souhaite avoir un grand écran et le grand modèle avec le Pro Max. Ça commence à être lourd. C'est pas toujours très pratique à utiliser. On se rapproche quand même très très clairement de la tablette et donc il faut deux mains. Enfin, bon, ça le rend moins portable, quoi. C'est vraiment un usage un petit peu différent. On n'est pas du tout dans un téléphone à manier à une seule main. Voilà, donc je pense que presque chaque gramme compte quand même. Bon, on a commencé par la première moitié de la gamme, François. On passe au modèle Pro. Ouais, on finit par le feu d'artifice, hein. Clairement, je pense que, voilà, une fois de plus, hein, je trouve qu'on a encore plus vu hier la distinction entre les deux gammes. On sent vraiment qu'Apple met paquet là-dessus. Parce qu'à première vue, vous me corrigez hein, si je dis une bêtise, mais ils n'ont pas parlé du Pro Raw pour le modèle iPhone 13 normal. Non, c'est réservé à la gamme Pro. Il y a vraiment, on en parlait hein, lors de l'année dernière. Il y a vraiment une séparation qui est en train de s'opérer. La gamme Pro est vraiment à destination des pros. C'est pas seulement une dénomination marketing. Et il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont destinées aux professionnels sur ce qui peut apparaître sur des marchés de niche, mais que Apple peut être également en train de créer. Jusqu'il y a 10 ans, la prise de vue professionnelle sur du réflexe numérique était relativement confidentielle. Je veux dire, on commençait à peine à filmer des séries avec le Nikon D800. Depuis des réflexes purement à vocation purement cinématographiques sont apparus chez Canon ou Sony. Et est-ce que Apple n'est pas en train de créer un segment spécifique pour la prise de vue dans certaines conditions très très particulières où le facteur de l'encombrement très très minimal de l'iPhone peut être quelque chose de plus adapté, exactement comme les drones ont remplacé les prises de vue à l'hélicoptère. Alors, précision, François, tu parlais bien du ProRes RAW, parce que c'est le ProRes qui fait son arrivée sur iPhone Pro et Pro Max. On ne sait pas encore quelle version de ProRes équipera les nouveaux iPhones. Et on va en reparler dans la partie suivante parce qu'il y a un détail non négligeable qu'Apple a pas précisé lors de la keynote. On continue peut-être sur ce qui distingue les modèles Pro et Pro Max de l'iPhone 13, François. Alors déjà, on a 3 objectifs photo, 3 capteurs. On a un 77 mm en plus qui ouvre à 2.8, donc c'est pas mal. Maintenant, on est vraiment sur un zoom x3. Donc voilà, ça commence vraiment à devenir intéressant. Les autres objectifs, les autres capteurs, l'ouverture est un peu plus élevée. On a à 1.5 pour le 26 mm et on est à 1.8 pour l'ultra grand angle. Apple a clairement dit qu'il y avait 92% de lumière en plus sur l'ultra grand angle. Donc ça, c'est un gros point positif. Comme on le disait tout à l'heure, la grosse nouveauté qui a été attendue pour l'année dernière, mais qu'on a eu cette année, c'est l'écran ProMotion à 120 Hz. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Et Apple a bien expliqué que l'écran, en fait, s'ajustait. La fréquence s'ajustait en fonction de ce que vous étiez en train de faire et selon votre besoin pour éviter de manger la batterie trop rapidement. L'autonomie... C'est quoi l'intérêt et c'est quoi le principe ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors en fait, le principe, c'est quand, sur certaines opérations, par exemple, quand vous allez slider sur l'écran, en fait, quand on slide sur l'écran, souvent il y a un petit temps pour afficher les différents éléments. C'est pas instantané, et du coup, dans ces cas-là, il passera sur le 120 Hz, et donc le taux de rafraîchissement, c'est-à-dire que les informations qui s'afficheront à l'écran s'afficheront beaucoup plus rapidement. 120 fois par seconde, l'écran change.
en fait. C'est ça. C'est ça, hein, pour parler C'est simplement. ça, et c'est le même principe que sur les iPad Pro, en fait. C'est une techno qui est sur les iPad Pro depuis le modèle 2018, quand même, donc c'est assez ancien. Dans quel cas on sort des 120 Hz pour descendre à... le plus bas, c'est 10 Hz. Hein. C'est pas 1 Hz comme sur l'Apple Watch. Ouais, je pense que c'est dans certains cas, par exemple, quand on est sur un truc statique, ça veut dire que, je sais pas, quand vous êtes à lire une page sur un site C'est internet, ça. par exemple, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un taux de rafraîchissement trop élevé, parce que voilà, si vous êtes resté fixe, je pense qu'il détecte assez rapidement, bah là je m'arrête, là je remonte, je m'arrête. Logiquement, c'est censé être optimisé d'après ce que nous a dit Apple hier, maintenant on le verra à l'usage. Hein. Alors l'intérêt, c'est qu'on monte à 120 Hz, ce qui fait que dans certains cas, ça va être beaucoup plus fluide pour nos yeux. Et puis en même temps, comme ça peut descendre jusqu'à 10 Hz, dans certains cas, ça va forcément économiser de la batterie. Et c'est là où Apple est capable de montrer tout son savoir-faire, et le fait de maîtriser à la fois le hardware et le software, c'est quand même un gros avantage. Et le système du coup va être optimisé aussi pour gérer ça, et pour envoyer les bonnes informations aussi à l'élément qui est de l'ordre du hardware et pas du software, pas du logiciel. Et ça c'est plutôt intéressant. Fabrice? Oui, pardon, je trouvais ça aussi intéressant. Le 120 Hz, il y a deux éléments que je trouve moi vraiment intéressants sur le 120 Hz. Alors, un élément global pour tous les appareils qui sont capables de faire du 120 Hz, c'est que c'est un chiffre assez magique parce que ça se divise pour le 24 images secondes du cinéma, pour le 30 images secondes de la vidéo, pour les 60 images secondes pour la vidéo de meilleure qualité jusqu'à 120. Ça, c'est globalement pour tous les appareils qui font du 120. Là où Apple ajoute sa sauce, c'est ce rafraîchissement dynamique. Et donc, quand il y a certaines personnes qui sont très, très spécifiques dans leurs besoins, dans leurs envies pour regarder des vidéos ou des films en respectant le 24 images secondes, le fait que l'iPhone soit capable de s'adapter, ou l'iPad Pro, donc l'iPhone Pro ou l'iPad Pro, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment très fort pour s'adapter exactement, pour qu'il n'y ait pas de saut, de scintillement, etc. De ce que je crois comprendre, les autres appareils qui existent, les autres téléphones qui ont des écrans 120 Hz depuis 2-3 ans dans le monde Android, n'ont pas ce rafraîchissement qui s'adapte en fonction de ce qui est affiché. Ça veut dire que ça mange un peu plus la batterie quand on affiche à 90 ou 120 Hz juste pour lire une page web. Ça fait partie des détails. J'ai envie de dire, ça c'est les détails à la Apple qu'Apple sait faire, de vraiment aller jusqu'au bout d'une techno, quoi. C'est ce que je voulais dire. Samsung s'est fendu encore une fois d'un tweet avec un commentaire en disant nous, on sait le 120 Hz, on sait faire ça depuis un petit moment. Forcément, ils sont fabricants d'écrans et fabricants de composants, et là où ils communiquent, où ils font la différence au point de vue marketing, c'est sur la lecture des caractéristiques de la fiche produit. Là où Apple fait la différence et s'attache un nombre considérable d'utilisateurs malgré le prix plus élevé de ses produits, et encore c'est pas le cas pour tous, c'est que Apple est centré sur les usages. Ça me rappelle en fait le savoir-faire d'Apple sur le recours personnalisé quasiment aux différents cœurs des processeurs. Dans certains cas, les processeurs sont mis à contribution de manière intensive parce que les applis en ont besoin. Puis dans d'autres cas, moins de ressources sont nécessaires, donc les processeurs sont moins sollicités. Je pense C'est un que peu c'est la pas même pour chose rien. finalement. Ouais, je pense que c'est pas pour rien qu'Apple a insisté sur les CPU, et c'est pareil avec le M1, hein. Les cœurs puissants et les cœurs économes. Et je pense que l'optimisation aussi de la batterie sur ces iPhone 13 vient de là. C'est qu'il y a une optimisation au top, ce qui fait que quand vous êtes sur des applis gourmandes, on utilise les CPU qui sont gourmands, les cœurs qui sont gourmands, et quand l'application ne demande pas grand-chose, tout bêtement, vous êtes sur une page internet, vous êtes sur vos réseaux sociaux à lire, c'est pas des vidéos, et ben là on bascule sur ce qui est le moins gourmand, les cœurs économes, et donc du coup vous économisez la batterie. Et je pense que là-dessus, comme tu le dis Benjamin, Apple est au top, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Les processeurs M1X, à mon avis, ça devrait être vraiment, vraiment sympa. Ce qui est super important qu'on retrouve dans le M1, etc., et dans les puces à 12, à 13, enfin, c'est la mémoire en position centrale.
qui est géré de façon extrêmement fine par Apple. On n'a pas de fuite, de perte d'énergie à faire des accès sans arrêt. La mémoire est partagée. Enfin, c'est un truc qui est extrêmement... en attendant les puces quantiques, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent qui a été proposé depuis des dizaines d'années, quoi. François, je voudrais qu'on n'oublie rien sur ces iPhone 13 Pro et Pro Max. On peut continuer la fiche d'identité pour donner vraiment tous les éléments à celles Bien et ceux qui évidemment. nous écoutent. Apple a annoncé une résistance à l'eau plus importante sur les iPhone Pro, sur les iPhone 13 Pro, on est en IP68. On l'a dit tout à l'heure, donc 90 minutes de plus d'autonomie aussi pour le modèle iPhone 13 Pro et 2h30 pour le modèle 13 Pro Max, qui est plutôt pas mal. Et j'ai pas parlé des couleurs tout à l'heure, donc on va faire un petit retour sur les couleurs quand même, parce que c'est important. Je l'ai pas dit pour l'iPhone 13, donc je vais le dire. On a une superbe couleur rose, c'est magnifique. On a un bleu qui ressemble assez quand même au bleu qu'on avait sur les iPhone 12. On a un modèle noir. On a un modèle red, comme d'habitude. Pour le... Alors là, Apple donne pas l'argent pour le sida, mais lutte contre la Covid-19, je pense en particulier pour les pays qui n'ont pas les moyens de se payer des vaccins, je pense. Sur Twitter, le rouge a eu beaucoup de succès, parce que c'est vrai que les derniers avaient tendance à avoir une couleur qui tenait plus du rose, et là, d'après les images qu'on a vues, le rouge devient vraiment rouge, et ça, c'est plutôt positif. Et on a la même nouvelle couleur, alors c'est le nouvel argent en fait, en anglais il l'appelle Starlight, en français c'est lumière stellaire, je sais pas pourquoi, j'ai pris mon iPad mini de cette couleur là, c'est très poétique, je trouve, et donc on a cette nouvelle couleur, concrètement c'est comme l'argent, à voir. Et du côté de l'iPhone 13 Pro, donc on retrouve un peu les couleurs classiques, or, argent, gris sidéral, et il y a un nouveau bleu, en français ils l'ont appelé bleu alpin, et je trouve qu'il est super réussi. Si je devais prendre un modèle Pro, je pense que je prendrais celui-là, mais peut-être uniquement parce que c'est la couleur de l'année. C'est vrai que sur les modèles Pro, Apple a souvent tendance à sortir une nouvelle couleur par an. On a eu le vert qui tendait vers le gris sidéral sur les 11 Pro. L'année dernière, on a eu les bleus pacifiques, et cette année, du coup, on a ce fameux bleu alpin. Et au niveau tarif, en entrée de gamme, on reste sur du 128 Go. On est à 1159 € sur les tarifs français pour le 13 Pro, et on est à 1259 pour le 13 Pro Max. On est retombé à 100 € de différence entre les deux, ce qui n'était pas le cas sur les modèles 12 Pro et 12 Pro Max. Au niveau du stockage, il y a une nouveauté majeure aussi sur les modèles Pro. On a le droit à un modèle 1 Tera, et qui vaut moins de 2000 €. Je peux vous rechercher le tarif, je c'est l'ai pas plus en tête. cher. C'est cadeau. Ah non, mais il vaut nettement moins de 2000 €, sauf erreur de ma part. 1739 €. Alors j'avais les prix en dollars. Si vous shootez de la vidéo en ProRes à 60 images secondes, vous allez les supporter, les 1 Tera, vos 1000 gigas. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit possible à 60 images secondes en ProRes. Non, c'est limité 30, à 30, oui. ouais. C'est limité à 30. Ouais. Ça prend de la place quand même, hein, soyons clairs. Parce que, Oui, parce ça que prend de vu la place. La qualité potentielle de ces images, ça va remplir vite. Effectivement, 1 Tera, je suppose que quand on veut faire un grand film comme Catherine Bigelow qu'on a vu pendant la keynote, il faut au moins ça. C'est marrant, c'est ça qui fait que c'est le modèle Pro aussi. Voilà, c'est vraiment c'est ciblé pour cet usage-là de la vidéo haute résolution. Autant on peut fixer un disque dur sur un MacBook Pro, c'est pas trop gênant, autant attacher un disque externe à un iPhone Pro quand on tourne, quand on filme, c'est pas génial. Fabrice, je voudrais qu'on reste avec toi 2 secondes pour parler quand même au-delà du design, mais des matériaux qu'on retrouve dans ces iPhone 13. L'écran, le verre, le tour. Bon, c'est pas du titane, comme nous l'a vendu John Prosser sur l'éventuel iPhone 14 de l'an prochain. Non, c'est pas du titane, je suis pas sûr que ce soit très, très important. Le fait que la différence aussi entre le 13 et le 13 Pro, ce soit l'aluminium d'un côté et l'acier de l'autre, moi, pour parler de mon cas personnel, ça me pousserait à prendre plutôt un iPhone non Pro pour le poids, justement, parce que l'acier est plus lourd.
C'est un détail qui m'avait échappé. Je croyais que tous les modèles étaient en acier. Non, non. Et pour le 12, c'était déjà comme ça, en fait. C'était pareil. C'était déjà de... Et voilà, et du coup... donc je préfère... Après, bon, il y a des histoires de goût. Alors, les goûts, les couleurs, il n'y a pas de jugement possible. Finalement, moi, je me perçois que ça m'intéresse globalement assez peu, parce que notamment, alors les couleurs, pour revenir sur le sujet favori de François, de toute façon, on va mettre ça dans un étui. Moi, sur l'iPhone que j'utilise encore, là, j'ai mis une skin par-dessus, donc de toute façon, je vois pas la couleur que c'était, je me souviens même pas de laquelle c'est. Donc c'est pas... mais je m'empresse d'ajouter quelque chose parce que ça m'a beaucoup frappé. J'ai aussi parmi les clients que j'ai, voilà, qui ils ont commencé à acheter des nouveaux iMac par On exemple. montre nos iPhones en visio pour ceux qui ont l'image. Et on montre nos iPhones qui sont tous recouverts de quelque chose, quoi. Voilà. Mais pour la couleur, moi j'ai été très surpris de la proportion de discussion sur le choix des couleurs des nouveaux iMac avec les gens que je conseille dans l'achat. Une fois qu'on a décidé que c'était l'iMac avec tel truc et tel truc, bon, ça prend 3 minutes. Et après, on parle 20 minutes de quelle couleur, quoi. Et c'est là que je pense que Apple a raison, donc, de ne pas suivre ce que moi je pense, mais de suivre ce que pensent tous les autres, à savoir que les couleurs, c'est important, parce que ça fait partie des choix qui importent la majorité des gens. Et c'est là aussi où je tirerais le fil jusqu'à comparer ça au marché de la voiture, c'est-à-dire que les iPhones, au fur et à mesure des années, s'améliorent un peu, mais c'est plus la révolution, et c'est normal. Et donc, on change de couleur d'une année sur l'autre. C'est comme quand les voitures aux États-Unis ont commencé, ils ont changé les ailerons et puis la forme des phares, parce que finalement, dedans, c'était la même chose pendant plusieurs années. Et on est quand même rentré dans ce genre de problématique sur le marché des téléphones. Est-ce qu'on a fait le tour de l'iPhone 13 Pro et Pro Max, François ? À ma connaissance, oui. Gilles, tu avais encore quelque chose à nous dire ? Non. Pour l'iMac et pour l'iPhone, c'est ce que tu vois toute la journée. Les caractéristiques techniques, tu les utilises, tu les oublies. La couleur, l'objet, c'est pas la peine de faire un bel objet si tu ne fais pas aussi un effort sur la couleur. Il y a un aspect mode qu'on a beaucoup critiqué parmi les historiques, mais il y a une dimension fashion, pour parler franglais, être dans l'air du temps, qui fait partie d'Apple désormais. Oui, c'est indéniable. Ouais. Voilà, mais bien sûr. Je vous propose qu'on passe à l'Apple Watch série 7. Elle aussi, elle était plus qu'attendue mardi soir. On savait qu'elle allait arriver. Elle est arrivée. La première grosse surprise, c'est que le design de cette nouvelle Apple Watch ne correspond pas à ce qu'on attendait, parce que toutes les rumeurs semblaient aller dans le même sens, François. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait tous à un design iPad Pro, iMac, iPhone. Et puis au final, que de chi. Je pense que tous les leakers ont dû ravaler leur salive quand on a vu le design. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Ils se sont bien plantés. C'est marrant parce qu'Apple, elle chie pour garder le secret sur des trucs auxquels on s'attend vraiment pas, c'est-à-dire à avoir quasiment le même design. Alors après, l'écran, effectivement, a grandi. On a un nouvel écran qui fait 41-45 mm. Au niveau du boîtier, ça change quasiment rien au niveau de la taille de boîtier. Les bracelets restent compatibles, il n'y a pas de différence. Maintenant, voilà, l'écran fait un peu plus grand. Et c'est vrai que sur les images qu'on a pu voir, ça se voit surtout sur les photos. C'est-à-dire que si vous mettez des cadrans avec la photo de votre chien, par exemple, votre chien, il sera plus grand sur l'image. Et ça, c'est quand même hyper important et c'est hyper positif pour vous, je pense. Fabrice, est-ce que tu as été plutôt déçu ou plutôt rassuré finalement que le design de l'Apple Watch évolue de manière aussi subtile ?
Ben, je trouve que c'est intéressant. Alors, non seulement parce qu'il y a aussi un détail en dehors du design que j'ai appris après, parce qu'il me semble pas que Apple l'ait indiqué pendant la keynote, c'est que le processeur n'a pas changé à l'intérieur de la Watch Série 7. C'est le même que celui qui est dans la Watch Série 6. Et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant dans le côté, euh, une montre aussi, finalement, ça se change pas tous les ans. Ça a beau être une montre comme un ordinateur, finalement, enfin, voilà, c'est une montre, quoi. Je trouve que le message est assez intéressant. Alors moi, il me convient en plus, comme voilà, je sors ma rengaine une fois de plus. On n'a pas besoin de changer sa montre connectée tous les ans et je trouve ça vraiment intéressant. Et puis d'un point de vue logiciel, ça évolue. Alors ça, je ne sais pas si vous savez, moi je sais pas là. Euh, Comment dirais-je si tout ce qui va être dans WatchOS 8 va être disponible sur la Watch 6 ou 5 ou même en dessous, par exemple tout ce qui est détection de chute à vélo, la détection de nouveaux exercices, etc. Ça, j'ai pas eu l'occasion de regarder ça avec précision. Ça m'intéresse beaucoup plus en fait. Les évolutions logicielles, je trouve qu'elles sont formidables. J'aurais tendance à dire que ça doit dépendre des composants qui sont implémentés dans les versions d'Apple Watch. Il y avait eu l'histoire de l'altimètre, il y avait eu pas mal de choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure des années. Donc je pense que c'est plutôt dépendant de ça. Maintenant, c'est vrai que c'est une vraie surprise. Je trouve que le processeur soit le même. Je rejoins complètement Fabrice. Autant sur les iPhones, les iPads, j'ai tendance à pas hésiter à changer tous les ans, tous les 2 ans. Autant sur l'Apple Watch, sur les du coup 6 versions qu'il y a eu, j'en ai eu. Alors vous allez me dire quand même, j'en ai eu 3. C'est vrai que j'ai souvent eu tendance à zapper 1, 2, voire 3 générations. Parce que je trouve que ça reste un objet complémentaire au téléphone. Ça fait pas de photos, ça, voilà, c'est quasiment juste les notifications et les activités sportives, quoi. Et ça justifie difficilement. Autant quand il y a eu, voilà, le CG, il y a eu sur la série 4 l'analyse du taux d'oxygène dans le sang sur la série 6, ça c'est des petites nouveautés qui sont plutôt sympas. Mais c'est vrai que là, clairement, c'est une déception, moi je trouve. L'écran est plus beau, certes, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas migrer sur la série 7 juste pour ça. Gilles? Ben, d'une part, vous l'avez très très bien dit, on ne change pas de montre tous les ans. C'est aussi un objet auquel on s'attache. Et puis, rarement, on a eu à la fois un changement de design et un changement profond dans les fonctionnalités. Apple marche sur deux jambes, en fait. Le fameux TikTok qu'on avait, je suis désolé, hein, je n'ai pas fait exprès, de la roadmap d'Intel à la grande époque. Et donc les nouvelles, comment dire, les nouvelles fonctionnalités seront vraisemblablement pour l'année prochaine avec des capteurs divers et variés que j'ai cru voir un peu vite. Là, pour le coup, je vais battre ma coupe comme l'a fait François tout à l'heure. Est-ce que cette série 7 méritait vraiment le changement de numéro? Bah oui, parce que Justement. Apple a arrêté les bêtises et s'est rendu compte quand on faisait un 10S où il faut un changement de numéro parce que sinon les gens l'achètent pas, ils n'ont pas l'impression que c'est nouveau. Donc du coup, juste pour ça, à mon avis, d'un point de vue marketing, il fallait que ce soit la série 7. Et puis bon, on est un peu, voilà, il y a quand même une petite évolution au niveau de l'écran, donc ça reste quand même, voilà, petit à petit, on tend vers un écran qui est de plus en plus grand. On a fait 42, on a fait 44, maintenant on fait 45, voilà. Ça reste quand même positif. Voilà. Après, il y a une nouvelle couleur quand même aussi, donc c'est toujours ça. Les C'est couleurs. toujours 7+. Je sais que Fabrice aime la couleur, aime voir la vie en couleur. Donc on retrouve Et sur celle-là, c'est pas n'importe laquelle. Tout à fait. C'est important de rappeler les couleurs. Mais Fabrice, tu veux peut-être le dire vu que t'aimes ça, non? Tu me laisses la place, c'est ça? Je te laisse le soin, je m'en C'est bon. voudrais. Arrêtez de vous chambrer, les garçons. D'autant que si on veut vraiment changer des On veut les choses sur couleurs, son Gilles. Apple Watch, on change les bracelets et puis voilà quoi. L'un n'empêche pas l'autre. On peut faire les Alors deux. les couleurs, François.
On retrouve une Apple Watch en aluminium, hein, toujours pareil. On a un modèle rouge, on a un modèle gris sidéral, on a un modèle argent, on a un modèle vert et on a un modèle bleu. Donc on se retrouve quand même avec 5 couleurs, ce qui est plutôt positif. Sur le modèle haut de gamme, on a toujours le modèle en titane, qui est en gris sidéral et en argent. Alors j'ai eu l'occasion de voir ce modèle-là il n'y a pas très longtemps. Je trouve que la différence entre l'aluminium et le modèle en titane est pas énorme. Je trouve qu'au niveau de l'aspect, c'est pas très très différent. Ça vaut plus de 2 fois plus, mais c'est pas grave. Et sur l'aluminium, on est resté sur les mêmes couleurs, hein, ça change pas. Bon, la nouvelle couleur, c'est le vert, hein, on est d'accord, hein. C'est le vert, la nouvelle couleur, tout à fait. On avait le Ah, rouge, quand le même. bleu, le gris sidéral et l'argent jusqu'à maintenant. Il Et faut on que a je te le tire vert. les verres du nez, hein. Le verre. Cela dit, D'habitude, les avec les couleurs- Bretons, Pardon. c'est le nez du verre. Mais pour les matières, je crois que Jean-Christophe avait trouvé que le titanium était nettement plus solide que l'aluminium et même l'acier. Après, ça se raye vite, je Ok. crois, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ça a tendance à se rayer très très vite. Est-ce qu'on peut terminer sur l'Apple Watch Series 7 par les prix et la dispo? Ah bah, au niveau des prix, ça change pas. Les prix français démarreront toujours à 429 €, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas les prix en face de moi, mais de mémoire, c'est ça. La dispo, et bah Apple nous a fait du Apple. On va dire, ce sera un peu comme SharePlay, ça arrivera quand ça arrivera. Théoriquement, ça devrait arriver plus tard dans l'automne. Donc, je crois que l'automne se termine le 21 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc, on les aura le 20, quoi. Non, plus sérieusement, il n'y a pas de Potentiellement, délai, elles mais peuvent arriver que dans 3 mois. ouais, c'est ça. Et c'est quand même assez surprenant. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas de grosse nouveauté de design, c'est encore plus étonnant, je trouve. Parce qu'on a beaucoup dit que le retard serait dû au changement de design, au gros changement de design. Au final, le changement de design n'est pas énorme. Maintenant, voilà, vous devrez attendre vous l'aurez peut-être sous le sapin, sait-on jamais. Finalement, c'est peut-être la seule rumeur qui avait visé juste, en disant qu'il y aurait peut-être des problèmes de fabrication de l'Apple Watch. Et voilà, on n'a pas de date fixe. Je trouve ça assez intéressant. Bon, on va passer à tout ce qu'Apple nous a pas dit dans un instant, mais j'ai quand même une question, c'est où sont passés les nouveaux AirPods? Et ben, visiblement, il y a une news qui est sortie comme quoi ils étaient en cours de fabrication en nombre, donc bah, ils vont arriver. Je sais pas, ils ont peut-être oublié, quand ils ont fait le montage de la keynote, ils ont peut-être oublié la partie sur les AirPods, je crois, je sais pas. C'est très étrange. Mais à mon avis, ça va nous faire comme les AirPods Pro Max, c'est que ça va tomber un jour, un mardi, on se dira tiens, le site Apple est en maintenance. Oh tiens, des AirPods 3, très bien, nickel. Je pense je sais pas, c'était peut-être pas prêt, ou ils se sont dit non, allez, on en a assez. On s'attendait tellement pas à avoir les iPads, ils se sont dit allez, on va les avoir, on va pas sortir les AirPods 3, mais par contre on va mettre des iPads à la place, au moins ça fera parler de nous. Ils ont peut-être beaucoup de stock d'AirPods 2 à écouler, hein. Ouais, puis le back to school est pas terminé encore, donc ils attendent histoire que les, Mm. les petits étudiants qui se disent ah chouette, je vais avoir des AirPods, soient pas trop déçus rapidement, quoi. Il n'est pas impossible qu'on ait non plus une un volet de keynote qui soit consacré à la musique, dans la mesure où il y a la mise à jour des HomePod mini et des HomePod capables d'accepter le high-res, les formats haute résolution les formats, pardon, le HomePod mini et le HomePod capable d'accueillir le format musical haute résolution. Ça s'appelle Lossless. Le lossless, oui. Il y a le lossless normal, il le prend déjà, et il y a le lossless haute résolution à 96 kHz, voire 192, avec une connexion filaire. Là, on se contentera de 96. Et puis, il y a Mais cette mise à jour n'est pas encore dispo. non, elle est à venir, elle est promise pour l'automne. Soit elle sera en toute discrétion avec la mise à jour, la disponibilité d'iOS, soit éventuellement il y aura d'autres choses à dire un petit peu plus tard dans la saison. Et tu dis qu'elle fonctionnera aussi avec les HomePod mini en filaire? Non, pour avoir du 192 kHz
il faut absolument une connexion filaire sur l'iPad, par exemple, ou sur un Mac post-2017. Mais avec quelle enceinte? Avec un DAC et ensuite une chaîne et des enceintes normales. Donc ça ne concerne pas le HomePod mini ni le HomePod. Pour la version 192, pour la version 96, on pourra avoir ce type de format haute résolution sur le HomePod mini. Et donc, vous pensez qu'une prochaine keynote pourrait en partie être consacrée à l'audio avec une annonce des AirPods ou... Parce qu'il y a du lourd encore à annoncer derrière. Ouais, c'est ça. Alors, la musique, je trouve ça assez intéressant et un peu flou parce que on a eu les annonces. Ils ont quand même fait déjà beaucoup de foin autour du lossless, autour de l'audio spatial. Donc il y a déjà eu ça. On a déjà vécu ça. Il y a les AirPods Max. Il va pas y en avoir de nouveau tout de suite. Ils en parlent même plus. On a l'impression qu'ils les ont oubliés déjà. Les AirPods 3, c'est pas tellement de la haute fidélité. Donc, faire un événement musical autour des AirPods 3, je vois pas trop comment. À part si éventuellement ils étaient... il me semble qu'il y a une nouvelle norme de Bluetooth, la 5.1, si je ne m'abuse, qui est censée apporter la qualité CD. Alors, on est loin de ce que vient de décrire Gilles. À 96, 192 kHz, c'est ceci, cela. Hein. C'est juste la qualité CD, parce qu'il ne faut pas oublier que le Bluetooth, c'est quand même, ça dégrade beaucoup l'audio. Et puis, on pourrait rajouter comme couche le fait qu'ils ont racheté il n'y a pas très longtemps un service de streaming spécialisé dans la musique classique. Qui pour les aficionados de la musique classique est vraiment important parce qu'aujourd'hui pour trouver l'enregistrement qu'on veut musique classique sur Apple Music ou sur Spotify ou sur Deezer, c'est une catastrophe. Donc, mais tout ça, je trouve que ça raconte pas une histoire, quoi. Souvent les keynotes, les présentations d'Apple, il y a une histoire, on raconte à quoi ça sert. Et là, moi j'arrive pas à faire l'histoire, mais je suis pas chez Apple, c'est bien sûrement une des raisons d'ailleurs. Bon, donc ces AirPods 3, sans doute avant la fin de l'année, on va dire, puisque les AirPods Pro 2, eux, n'arriveront probablement que dans le courant de l'année prochaine. Allez, on marque une courte pause et on va continuer à parler de la keynote, mais différemment. On va vous dire tout ce qu'Apple n'a pas révélé mardi soir. À tout de suite. C'est l'info de la semaine, ou plutôt ce sont les infos de la semaine, les petites cachotteries d'Apple. Il y en a toujours lors d'une keynote, il y a tellement de détails à donner. Évidemment, le grand jeu pour nous, c'est de partir à la chasse aux infos et d'essayer d'en récupérer le plus possible, le plus rapidement possible. On va vous donner les infos qui sont les plus importantes selon nous, qui n'ont pas fait l'objet d'une annonce lors de la keynote, mais qu'on a appris depuis. On va commencer par la gamme iPhone, et notamment par la 5G. En fait, il y a beaucoup de déceptions autour de la 5G, de la nouvelle gamme iPhone. François, Fabrice, est-ce que l'un de vous veut m'expliquer pourquoi ? C'est vrai qu'on s'attendait à avoir la fameuse 5G millimeter wave dont nous avait parlé Ellie. C'est une option. En fait, Apple, déjà l'année dernière sur les iPhone 12, avait sorti un modèle spécifique pour les États-Unis qui était compatible avec ces ondes-là qui sont beaucoup, beaucoup plus rapides. Et c'est vrai quand Apple a encore fait hier... Apple a beaucoup communiqué encore sur l'aspect que les iPhones étaient 5G, alors qu'on peut considérer que c'était surtout la nouveauté de l'année dernière. Ils nous ont annoncé une 5G plus rapide, ils nous ont annoncé plus de compatibilité, plus d'opérateurs, mais cette 5G millimeter wave, elle est toujours spécifiquement pour les États-Unis. Donc ça a été une déception pour pas mal de monde. Maintenant, comme Ellie nous l'avait expliqué, de toute façon, nous en France, on risque de pas l'avoir avant un petit paquet d'années, donc ça change absolument rien pour nous, mais c'est vrai que dans certains pays, ça a fait jaser. Fabrice ? Oui, c'est intéressant. Je trouve que ça souligne le fait aussi que, comme l'a évoqué François, il n'y a pas une 5G, il y en a plusieurs. Et donc les ondes millimétriques sont très très peu utilisées en France. La 5G de Free, par exemple, en est donc même très loin.
Et puis il y a aussi un vrai rapport direct entre la longueur d'onde et la distance et la vitesse. Donc, quand c'est des ondes millimétriques, donc des ondes très courtes, ça peut aller très vite, mais ça va vraiment pas loin. Donc, à l'usage, pour un téléphone qui serait compatible avec les ondes millimétriques, c'est dans des usages très particuliers, dans des zones couvertes avec des cellules tous les 25 mètres, ce qui n'est pas envisageable en fait. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'ondes millimétriques dans la 5G, c'est un petit manque, mais en plus en termes de couverture 5G dans le monde en général et en France en particulier, la 5G en gros c'est pas encore un sujet hein, finalement. Alors les appareils durent de plus en plus longtemps, donc ce serait dommage de ne pas avoir la 5G sur un appareil qu'on achète aujourd'hui, mais c'est pas ça qui va changer la vie aujourd'hui, l'usage de la 5G. On passe aux cartes SIM. Qu'est-ce qui change dans cette gamme iPhone 13, François ? Eh ben, on le rappelle, sur le modèle qui était sorti l'année dernière, on avait eu un emplacement SIM classique et on avait en plus un emplacement eSIM, ce qui permettait en fait d'avoir des cartes SIM virtuelles. Les opérateurs commencent à vraiment tous s'y mettre et là Apple en fait offre la possibilité d'avoir 2 eSIM à l'intérieur. Je pense pas qu'on puisse avoir 3 cartes SIM dedans, c'est pas optimisé pour, mais en théorie, on pourrait tout à fait s'imaginer avoir une SIM physique et 2 SIM virtuelles. À première vue, quoi qu'il en soit, on n'aura que 2 cartes SIM en simultané, que ce soit du virtuel ou une virtuelle et une physique. Et je pense que c'est aussi symbolique du fait qu'il y a un moment ou un autre où on n'aura plus d'emplacement SIM physique. On n'aura que de l'iSIM, et on en revient au débat qu'on avait eu avec Guillaume Vendée sur les aspects, l'iPhone sans bouton, l'iPhone sans port, etc. Je pense que par rapport aussi à l'étanchéité, s'il n'y a plus de tiroir pour la carte SIM, s'il n'y a plus de prise Lightning, je pense qu'au niveau de l'étanchéité, ce sera encore mieux. Fabrice, je sens que tu as un truc à dire sur le sujet. Bah, le fait est que ne pas avoir de carte SIM, alors, moi, ça m'évoque, comme je pense souvent, les vrais gens. Les vrais gens, les cartes SIM, ils savent à peu près ce que c'est, et encore, parce que ils changent de téléphone, ils ont l'impression que mettre la carte SIM dans le nouveau téléphone, ça suffit, parce qu'ils sont restés au téléphone portable il y a 25 ans, où on avait 3 contacts dans sa carte SIM. Alors maintenant, les vrais gens à qui on va dire, il faut appeler l'opérateur pour avoir une eSIM, ou une eSIM, et en France ils vont dire pour avoir son numéro de téléphone, c'est pas gagné. Hein. Et puis c'est surtout un bordel quand on change de téléphone. Voilà, et c'est déjà un peu compliqué. Après, sur le principe, ça apporte quand même un peu de souplesse sur quand on voyage, parce qu'on peut activer une eSIM facilement quand on est sur place pendant 3 semaines, puis on la coupe, etc. Il y a pas, voilà, ça c'est quand même vraiment intéressant. Et puis ce que disait François sur l'étanchéité, je pense que c'est un bon point aussi, évidemment. Gilles, un mot sur cette possibilité d'avoir 2 cartes SIM virtuelles dans son iPhone 13 ? Je suis tout à fait d'accord avec mes camarades, avec en plus la facilité de gestion pour les opérateurs qui n'ont plus à se préoccuper de ce flux. Je passais devant la boutique Orange, pour ne pas la nommer, il y a quelques jours, et ils affichaient, ils communiquaient sur la possibilité de changer sa carte SIM en boutique. Bon, là, on retrouve la problématique de l'activation du téléphone, hein, comme aux origines de l'iPhone, mais ça allège les flux de logistique et les flux de travail pour les employés des opérateurs de ce truc du quel format de carte SIM je change quand je change d'opérateur. Enfin, des fois c'est un petit peu compliqué, quoi. Autre détail, entre guillemets, vous avez remarqué, et on vous en parlait tout à l'heure, que le ProRes vidéo arrive sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. Attention, ne prenez pas le premier modèle à 128 Go parce que le ProRes 4K ne sera pas activé. Il ne devient disponible qu'à partir du modèle avec 256 Go de stockage minimum. Est-ce qu'Apple essaye de pousser à la consommation, à votre avis, ou est-ce que c'est plus lié
à une question d'ordre technique ou... Si on a une digestion difficile, forcément on va dire, comme d'habitude, que Apple pousse à la consommation. Ils sont... c'était quoi le terme? La légendaire, on avait ça à Mac+, la légendaire pingrerie d'Apple. Je crois que Apple veut faire notre bonheur malgré nous en disant de façon péremptoire tel usage, il faut telle capacité de stockage et telle capacité de calcul. Et en deçà, c'est possible, mais les gens vont râler, ça va faire des histoires, donc on n'offre pas la possibilité en deçà de telle configuration. C'est comme ça que je le perçois, mais je suis peut-être un naïf, comme diraient certains. François, Fabrice? Moi, je rejoins Gilles. Je pense que c'est pas une limitation technique dans le sens où, à première vue, on n'a pas entendu parler de mémoire vive en moins ou autre. Est-ce que c'est pas juste un moyen d'éviter de se faire taper dessus parce que le poids de fichier va être tellement important que si vous avez un 128 Go, vous pourrez filmer peut-être, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, j'ai pas les chiffres, mais 1 heure, 2 heures, 3 heures, et pour éviter qu'Apple se fasse taper sur les doigts, peut-être. Même pas, je suis même pas sûr que tu puisses filmer 1 heure avec 128 Go. Ça va vraiment dépendre. Tu sais, le ProRes, c'est un format d'encodage qui va du plus léger. Hein. Il y a du ProRes Proxy qui pèse très peu lourd au ProRes RAW qui est vraiment là, qui te consomme des terras il y a beaucoup d'informations au kilomètre. On ne sait pas encore. En fait, ouais, on ne sait pas, notamment, François là, l'évoquait sur la quantité de RAM sur chacun des modèles. On se rappelle que, par exemple, sur le dernier iPad Pro, la quantité de RAM diffère selon la quantité de stockage. C'est pas un problème technique, c'est un choix d'Apple de dire que pour avoir les 6 ou 8 Go de RAM sur l'iPad Pro, il faut prendre le 1 Tera ou plus. Il y a peut-être un peu de ça dedans, donc c'est un choix aussi, notamment, je pense, pour parvenir à garder un prix comme disait François, entre guillemets, d'entrée de gamme pour le 13 Pro. Donc on limite un peu la quantité de RAM, on limite un peu la quantité de stockage, on arrive à 999 au lieu de 1100, et du coup ça limite un peu. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi une recherche de la part d'Apple qui est sa volonté qui se transforme parfois un peu en talon d'Achille, c'est de vouloir être sûr que la fonction qu'on propose fonctionne à coup sûr. Et donc à partir du moment où il y a éventuellement une petite limitation technique, un petit peu de manque de RAM, et que éventuellement de temps en temps ça pourrait provoquer un saut d'image quand on enregistre en ProRes, alors on ne le fait pas, parce qu'il y a un doute. Et donc on dit très clairement aux acheteurs, si vous voulez cette fonction-là, il faut aller au-dessus. Surtout qu'on s'adresse à des pros. Donc, ouais. Bon, on passe à l'Apple Watch, série 7. On a parlé du processeur tout à l'heure, donc c'est donc le même processeur, la même puce que dans la gamme précédente. L'une des nouveautés, c'est ce clavier qu'on peut utiliser à l'écran. Et alors là, un développeur a dû s'étouffer mardi soir en regardant la keynote parce que l'appli qu'il avait soumise il y a quelques semaines avait été refusée sans qu'il comprenne pourquoi, d'autant que les versions précédentes n'avaient pas posé de problème. La différence de cette nouvelle version, c'est qu'il intégrait ce clavier et donc il a eu l'impression mardi soir d'avoir l'explication à ce refus et il a immédiatement tweeté qu'il allait poursuivre Apple en justice. François, c'est pas le moment parce que Apple est déjà très occupé dans les tribunaux. Je sais pas, il paraît que c'est l'avocat d'Epic Games qui va s'occuper de lui, donc non, c'est pas une info, hein, c'est une bêtise, je précise qu'on m'accuse pas de balancer des fausses rumeurs. Non, moi je suis assez sceptique sur ce clavier, maintenant j'imagine ce développeur qui a vraiment dû mardi soir se dire ok, je me suis bien fait bip, mais voilà, je suis assez sceptique comme je l'ai dit mardi soir sur ce clavier. Après je sais que Fabrice va me dire que oui, ça peut servir. Moi j'aurais plutôt tendance à utiliser Siri dans ces cas-là ou à vraiment faire des tout petites phrases à voir, mais c'est sans doute parce que j'ai des gros doigts, je pense. Pour rebondir là-dessus,
Oui, ça peut servir comme n'importe quoi d'autre. Je pense qu'effectivement, quand même, le plus important, c'est ce qui arrive à ce développeur qui se fait donc sherlocker en gros avant même d'arriver. Euh, là, alors, mon autre rengaine, c'est l'arrogance d'Apple et nous y voilà de nouveau, quoi. En plus, c'est incompréhensible parce qu'ils ont ouvert il y a quelques années la possibilité de clavier externe, enfin d'appli de clavier à ajouter depuis l'App Store pour l'iPhone. Et il y en a un qui fait ça pour l'Apple Watch et on lui dit non. Donc ça n'a aucun sens en fait, c'est incompréhensible. Il y a peut-être une explication technique que je n'ai pas trouvée, mais d'un point de vue communication, marketing, c'est vraiment stupide quoi. C'est incompréhensible. Alors on l'a dit, on n'a pas de date de sortie encore pour cette nouvelle Apple Watch. Ce sera plus tard pendant l'automne, donc potentiellement avant le 22 décembre. Cette Apple Watch Series 7, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle va pouvoir se recharger plus rapidement que les gammes précédentes, 33% plus vite, avec un nouveau chargeur rapide qui, lui, est déjà dispo, en revanche. Et c'est de l'USB-C, donc ça peut intéresser pas mal d'utilisateurs d'Apple Watch, étant donné qu'il est compatible avec les anciennes séries aussi, François. Attention, le nouveau chargeur, donc avec la prise USB-C, enfin le câble avec le galet qui permet de charger la montre est disponible. On rappelle que il me semble que la brique chargeur n'est pas livrée avec. Mais surtout, ce que tu disais, Benjamin, c'est compatible avec les Apple Watch actuels, mais ça ne va pas les recharger plus vite. La charge rapide, ce sera que pour la série 7. Donc, faut pas se précipiter sur le chargeur pour dire ça va charger ma montre plus vite. Sachant que, et puis je voudrais rebondir sur la charge rapide. Moi, je trouve la charge de la Watch désespérément lente. Donc 33% plus rapide, il serait temps quand même, parce que c'est pour moi une des vraies faiblesses de ce qu'on appelle la recharge sans fil. C'est lent, c'est inefficace, ça chauffe. C'est difficile de faire différemment pour une montre, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un connecteur sur une montre, mais ça ne fait que prouver que c'est un mode de recharge qui est quand même pas très efficace. En tout cas, c'est le premier chargeur USB-C pour l'Apple Watch et rien que pour ça, ça peut être intéressant d'avoir entre guillemets la bonne prise pour le brancher par exemple à votre Mac. On passe à l'iPad mini 6, encore un petit secret pas vraiment mentionné par Apple mardi soir, l'absence de Smart Connector, François. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que on a retrouvé le Smart Connector sur l'iPad Air. Au début, c'était une spécificité de l'iPad Pro, la nouvelle version, parce qu'il y a eu 2 versions du Smart Connector. Voilà, donc ça veut dire que pour connecter un élément à son iPad mini, il faudra utiliser la prise USB-C, parce qu'il a quand même une prise USB-C, bien évidemment. On n'a pas le droit à une prise Thunderbolt comme sur les iPad Pro de 2021, mais on a quand même une prise USB-C. Donc c'est une petite différence entre l'iPad mini 6 et l'iPad Air 4. Il n'y a pas de Smart Connector. Et puis à propos de la 5G sur cet iPad mini 6, il n'est pas doté comme l'iPhone 13 pour le coup. Il n'y a pas de millimeter wave sur l'iPad mini 6, même sur le modèle vendu aux US. Ce sera donc une 5G à la vitesse de papa. Alors, il y a des papas ils vont te dire bien des choses. Et puis finalement, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est si important, quoi, voilà. Allez, on termine avec une dernière petite info sur l'iPhone, puisqu'on en parlait. Pas l'iPhone 13, mais l'iPhone SE, François. Ouais, l'iPhone SE était disponible avant en 64, 128 et 256 Go, et le 256 Go a rejoint le cimetière des iPhones. Vous le trouverez uniquement en 64 et en 128. Je pense qu'il y aura un moment dans le courant de l'année 2022 où on aura le droit à une mise à jour de l'iPhone SE. À mon avis, il gardera le même design parce que Apple aime bien le rentabiliser, mais on aura peut-être droit, on aura le droit à un A14 dedans. Je suis assez sceptique sur un A15, à mon avis, on aura le droit à un A14. C'est un super bon téléphone, le SE. Ouais, mais le fait qu'ils aient baissé le prix des iPhone 12, je pense qu'on risque de trouver assez rapidement des iPhone 12 mini sur des sites
comme Amazon aux environs des 500 euros. Je pense qu'à un moment ou un autre, Black Friday ou autre, les iPhone 12 mini sont dans ces eaux-là. Donc voilà, entre un iPhone SE à 400 et quelques euros et un iPhone 12 mini à 500 euros, je pense que si on a moyen de rajouter les 100 euros, autant prendre un iPhone 12 mini. Bon, on sort de la première keynote de la rentrée. Je ne peux pas ne pas vous poser la question de la prochaine. Alors, je vous pose la question à chacun un tour de rôle. 2 questions, en fait. Quelle date et avec quelles annonces? Allez, je commence avec toi, Gilles. J'ai pas de calendrier sous les yeux, mais je dirais a priori dans le milieu octobre, mi-octobre. Alors, tu as le choix pour un mardi entre le 12 et le 19. S'il n'y en a que 2, on peut aller jusqu'au 19. S'il y en a une troisième, éventuellement le 12. Et avec quelles annonces, alors, lors de cette prochaine keynote, selon toi? Il va y avoir du Mac, c'est évident. Alors, du MacBook Pro en 14 et en 16. On a parlé d'un mini vitaminé. Alors, est-ce qu'il va arriver en février ou est-ce qu'il va être là un petit peu plus tôt? Je n'en sais rien. À la différence de mon camarade François, je mettrai une petite pièce, comme il dit, sur un iMac grand écran, sans l'appeler Pro, parce que c'est typiquement quelque chose qu'on peut s'offrir pour mettre sur au pied du sapin familial pour toute la famille. Je ne serais pas surpris qu'il soit là. Maintenant, je ne serais pas non plus surpris s'il y avait un HomePod nouvelle manière avec un écran comme il y en a été question, quoi. Allez, tour de table, continue. Fabrice, date et contenu de cette prochaine keynote, selon toi? Alors, la réflexion de savoir s'il y aura 2 ou 3 keynotes, c'est intéressant. Je trouve que Gilles a raison. Moi, j'aurais quand même tendance à penser qu'il n'y en aura que 2. Et que ce serait plutôt effectivement MacBook Pro. Là, c'est ça qu'on attend, c'est-à-dire le vrai MacBook Pro, quoi. Parce que le MacBook Pro M1 qu'on a aujourd'hui, c'est comme le vrai faux MacBook Pro 13 avec 2 prises USB qu'il y avait avant. Donc c'est un MacBook Pro qui n'a de pro que le nom. Avec le M1X ou le M2, mais probablement M1X, c'est cette gamme-là, je pense, qui devrait arriver. Pour ce qui est de... Alors, si c'est MacBook Pro, ça en ferait un événement plus pro, donc, et du coup, l'iMac là-dedans, s'il s'appelle pas Pro, j'ai tendance quand même à penser, par exemple, que l'iMac Pro qui existe aujourd'hui, comme disait François tout à l'heure, va rejoindre... qui n'existe plus, mais du coup va rejoindre le cimetière des appareils Apple, c'est-à-dire qu'il n'y en aura eu qu'un d'iMac Pro. C'est vrai, j'ai du mal à croire à un iMac Pro de nouveau. Un iMac grand écran, en revanche, oui, bien sûr. Alors moi, j'aurais tendance plutôt à penser 30 pouces que 32, parce que 32, je pense que ça va être réservé au display Pro, XDR, Pro machin chose, là. Parce que c'est vraiment très grand et que c'est vraiment très cher, et que ça pourrait faire une keynote assez formidable, et pour faire aussi avancer. En gros, au-delà des appareils, je pense que c'est l'étape suivante dont on a besoin et dont Apple a besoin pour faire avancer le chemin de l'Apple Silicon, des nouvelles puces Apple. On n'a que le M1 depuis un an. Là, il y a besoin d'une étape supplémentaire pour avancer vers la conversion globale de toute la gamme, et je pense que c'est de ça dont on va parler essentiellement à cette keynote-là. Et donc, quelle date pour cette deuxième keynote avant la fin de l'année? Le 19, moi je pense le 19 aussi, globalement, ça a l'air de converger vers ça. François, tu fermes la marche? Ouais, je vais dire le 12 juste pour pas faire comme mes copains. Comme ça, je me dis, on pourra au moins se vanter qu'il y avait quelqu'un qui avait raison. Par contre, moi, je sais, on n'est pas d'accord avec Gilles, mais je pense vraiment pas qu'on aura un iMac tout de suite. Je pense vraiment qu'il arrivera dans un second temps et sans doute en début d'année prochaine, à peu près au 1 an de l'iMac 24 pouces. À mon avis, on aura les 2 MacBook Pro, un Mac mini survitaminé,
avec un peu plus de ports, et puis ce sera déjà pas mal. Et je pense qu'Apple va se réserver la suite pour l'année prochaine. Apple a annoncé 2 ans de transition. On sera tout juste à quasiment 1 an et demi. Donc voilà, faut s'en garder sous le pied. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de développement. Il y a quand même beaucoup de matériel à sortir. Je pense que les processeurs Apple Silicon, ça demande quand même pas mal de ressources, y compris pour un M1X. Donc ils vont... Voilà. Honnêtement, s'ils sortent un iMac, un grand iMac, je serais très très surpris. Et moi, je voulais juste vous dire un mot parce que on a parié il y a quelques jours sur la date du 12 octobre en se fondant sur la fin de l'offre étudiant pour la rentrée en France. En fait, cette offre étudiant, elle se termine le 17 octobre et non le 11. Et donc, si on attend que cette offre soit, entre guillemets, terminée, en tout cas, si cette date de fin de l'offre étudiant pouvait être une indication, le 17 étant un dimanche, eh bien, on pourrait se dire que la keynote aura peut-être lieu 48 heures plus tard, et donc le 19. J'y crois pas trop parce qu'en fait cette offre-là elle existe à l'échelle mondiale et les dates sont pas toujours les mêmes partout, donc je pense pas que ça va être tributaire de ça. Après je peux me tromper. Elle s'arrête en septembre aux US par exemple et Ouais. elle se termine beaucoup plus tard en Europe. On va évidemment en reparler dans les prochaines semaines. Allez, dans un instant, les mises à jour de la semaine. En attendant, le 20 septembre, la sortie d'iOS 15. À tout de suite. Si vous avez un iPhone, si vous avez un Mac, si vous avez une Apple Watch, vous avez des mises à jour à faire. Elles sont peut-être en attente sur vos appareils. Quel est l'intérêt de ces mises à jour si près de l'arrivée des nouvelles grosses versions des systèmes, François? Mais en fait, tout bêtement, ça bouche une faille qui a fait beaucoup parler. Vous avez entendu parler de ces téléphones de chefs d'État et autres qui avaient été piratés. Enfin, piratés, c'est pas le terme, mais voilà, il y avait eu des petites intrusions pas très bienveillantes. On peut dire ça, hein. Ouais, on peut dire pirater, allez, on va le dire clairement, pirater. Et donc du coup, ça permet en fait de corriger cette faille. Je pense que tout le monde a été surpris parce qu'on était tous persuadés que ça avait déjà été fait. Et en fait, non. Donc faites les mises à jour. Combien de personnes ont tendance à repousser les mises à jour? Honnêtement, on n'est pas dans le monde Windows. C'est quand même hyper rare que des mises à jour bug chez Apple. Ça arrive, mais c'est pas non plus toutes les semaines. Et là, clairement, je pense qu'il faut le faire. Il faut pas hésiter à le faire rapidement. Fabrice, on est le 16 septembre, iOS 15 sort le 20. Est-ce que ça a un sens de faire la mise à jour 14.8 à 4 jours de l'arrivée de la version 15? Oui, parce que tout le monde ne fait pas la mise à jour vers les versions majeures d'iOS tout de suite. Même si cette année, par exemple, en gros, tous les iPhones qui tournent sous iOS 14 vont pouvoir recevoir iOS 15. Mais les mises à jour automatiques se font avec les mises à jour mineures, donc les 14 points quelque chose. Les mises à jour vers iOS 15, pas forcément, puis c'est plus long et certains voudront attendre un peu justement pour voir si ça va marcher. Alors là, je crois que j'ai bien retenu ce qu'a dit Ellie. Il vaut mieux faire les mises à jour impaires que les mises à jour paires. Dans ce cas-là, 0 c'est un chiffre pair et donc la 15.0, faut pas y aller. C'est bien, tu as bien compris. Je pense que c'est utile pour ça. En gros, il n'y a pas, en matière de sécurité, il faut pas attendre, quoi. Et je pense qu'aussi le réflexe d'Apple, c'est de dire, on a un système stable, on peut faire une mise à jour qui bouge ce problème de sécurité absolument majeur. Il faut le faire sans tarder. Au cas où aussi, si jamais, par exemple, et en plus dans la démarche de mise à jour d'un système, iOS 15 arrive, si jamais il y avait eu un problème et que iOS 15 était retardé, qui lui aussi justement corrige la faille de sécurité, ça aurait été dommage et dommageable que des gens passent au travers de ce trou de sécurité parce qu'il n'avait pas été corrigé avant. Donc je trouve la démarche tout à fait normale et heureusement qu'elle existe. Enfin, là, on est sur une mise à jour paire, justement, Fabrice. 14.8.
Alors, je suis sûr que Ellie sera d'accord avec moi pour dire qu'il y a au moins une exception, qui est celle que quand on est sur la fin de vie d'un système, on est sur un système suffisamment stable pour pouvoir se permettre ça, d'autant plus qu'il là, il s'agit vraiment de quelque chose d'exceptionnellement important. Donc là, père ou impair, il faut y aller. On y va. Gilles, tu confirmes? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. Et puis, même pour les mises à jour de sécurité, les bonnes habitudes, ça se prend immédiatement. Fabrice, je reste avec toi une seconde parce que tu as déjà installé iOS 15 et pas une bêta. Alors, non, effectivement, dès la fin de la keynote, Apple a rendu disponible la RC, la Release Candidate, qui est donc normalement la version qui est déjà installée dans les iPhone 13 qui sont dans les cartons en attente d'être livrés, qui est donc accessible à ceux qui ont installé la version bêta juste avant, les versions bêta publiques, ce que j'avais fait à partir de la bêta 8. J'avais pris le risque assez petit, finalement je le fais à peu près tous les ans, j'attends plusieurs bêtas et quand je commence à entendre que c'est à peu près stable, j'y vais sur mon iPhone de travail. Et voilà, c'est installé et c'est très bien, ça fonctionne bien, j'ai pas rencontré de soucis majeurs. Bon, bah écoute, tu pourras peut-être revenir nous en parler la semaine prochaine, parce que tu auras un petit peu d'avance sur nous. En tout cas, cette version 15 d'iOS, elle arrive donc lundi prochain, le 20 septembre. Les mises à jour que vous pouvez faire dès maintenant, donc iOS 14.8 et j'imagine iPadOS aussi. Oui, tout y passe. Et comme le Tous disait la Fabrice, il y a montre même des aussi, mises à tout jour ça. de sécurité sur des vieilles versions aussi, hein. Et c'est le gros avantage d'Apple. Voilà, vous avez aussi la version 7.6.2 de WatchOS et puis macOS 11.6. Faites ces mises à jour, même si dans quelques jours, une partie d'entre eux vont évoluer de manière assez radicale. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes avec toi, François, pour Ma Maison Connectée, la domotique. Ma Maison Connectée, notre rendez-vous hebdomadaire avec la domotique sauce HomeKit. C'est avec toi, François. Et on commence par Ikea. Et oui, Ikea fait encore parler de cette marque suédoise avec un produit au nom, comme d'habitude, tellement typique, tellement français. Pas du tout, évidemment, c'est un mot suédois. Je vais vous parler du Starkwind. Mais Redis-moi ça. qu'est-ce que le Starkwind? Eh ben concrètement, c'est un purificateur d'air, enfin pour être précis, il y a plusieurs modèles. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du purificateur d'air SmartMe, qui est très pratique, surtout depuis que j'ai un voisin qui fume en dessous sur son balcon, et ce qui fait que j'ai les odeurs de fumée qui montent, c'est très désagréable. Bref, passons, donc je suis très content d'avoir un purificateur d'air, et Ikea vient d'en sortir un modèle qui a la spécificité en plus d'être compatible avec notre cher protocole HomeKit. Donc Ikea a l'habitude de sortir des produits qui sont plutôt ingénieux. Vous vous souvenez, on a eu l'occasion de parler des enceintes développées en partenariat avec Sonos. Il y a eu un premier modèle qui était sorti qui prenait une forme un peu de HomePod, avec au-dessus une lampe. Il y avait les enceintes aussi qui pouvaient se mettre en étagère. Et là, donc, ils nous sortent un purificateur d'air qui peut aussi servir de table basse. Donc pourquoi pas. Le purificateur est intégré. C'est un modèle qui vaut 150 €. Ikea annonce que ça peut purifier l'air d'une pièce de 20 mètres carrés, pas 120 mètres carrés, parce que ça fait beaucoup 120 mètres carrés. Une pièce de 20 mètres carrés, donc c'est plutôt une pièce de taille agréable quand même. Ils ont aussi sorti un modèle qui se pose directement au sol. Donc lui par contre il est un peu moche, on va pas le cacher. La table basse, on voit qu'il y a un purificateur d'air intégré, mais voilà, ça peut servir. Le gros avantage aussi de ce modèle-là, c'est que contrairement au SmartMe, c'est un produit qui va être disponible dans les magasins Ikea. Pour l'instant, il n'est pas disponible, mais ça devrait plus tarder. On le trouve déjà dans certains magasins, mais vous pouvez pas l'acheter sur Internet. Et vous pourrez Et surtout dis-moi juste, 149 €, c'est le purificateur ou la table avec le purificateur? la table avec le purificateur. Les deux. Ah, bah c'est correct pour une table de salon. Ouais, bon après elle est pas hyper design non plus, hein. On voit qu'il y a un purificateur d'air, mais ça reste relativement C'est discret. embêtant. Ouais, mais après, comparé au purificateur d'air que moi j'ai à la maison, qui est une grosse bête qui traîne au milieu de la pièce, au moins l'avantage c'est que ça a un double usage. Ça sert de table basse pour mettre le verre de whisky, et en plus ça purifie l'air, donc que demande le peuple? Le petit avantage, moi, que je trouve à ce modèle-là, c'est qu'on a des filtres qui seront disponibles assez facilement dans les magasins Ikea, et le filtre ne vaut que 15 €, et en gros, on est à peu près sur une année de purification, donc c'est déjà pas mal. Pas mal, pas mal. On passe Je à crois... Aqara.
Oui. Je crois que Fabrice voulait nous dire quelque chose. J'avais une bêtise à dire. Tu nous as pas parlé des couleurs. Eh ben c'est blanc, c'est blanc-gris. Et la table est couleur bois. C'est une table basse, quoi. Voilà, t'as Non, pas de choix, Aquara, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Merci, François. On passe à Aquara, Akara, François? ouais, Akara, c'est quand même une marque. Aquara ou Akara? Je sais jamais, c'est Akara. On va dire Akara d'ailleurs. Je dis Aqua parce que ça me fait penser à de l'eau, mais c'est pas du tout de l'eau, c'est pas grave. Donc Akara, Il n'y a en pas fait, de U, hein. il n'y a pas de U, c'est Akara, tu as raison. Akara, qui est l'antenne de produits connectés de la marque Xiaomi, vous avez vu, maintenant je le prononce bien, a annoncé que 2 des ponts connectés qui sont compatibles HomeKit deviendraient aussi compatibles Matter avec une mise à jour qui arrivera quand Matter arrivera, c'est-à-dire un jour, ou peut-être une nuit, je sais pas, mais ça arrivera un jour. Et puis j'en profite aussi pour ceux qui auraient aimé tenter l'aventure de cette marque. Aujourd'hui, on trouve les produits Akara aussi sur la boutique Amazon France. Donc ça peut être intéressant si vous voulez tester. Le pont est disponible, il y a différents capteurs, capteurs de température, capteurs de vibration, il doit y avoir une prise connectée aussi. Maintenant évidemment les tarifs sont un peu plus chers que ce qu'on peut acheter sur AliExpress ou autre. En gros on est sur un prix qui vaut, c'est quasiment 1 x 2 par rapport à moi les produits que j'achète sur AliExpress. Maintenant le gros avantage c'est qu'au moins vous avez le service client Amazon, vous êtes tranquille. Et puis une marque mondialement connue, comme tu l'écris, François. Ou pas, j'avais jamais entendu parler de cette marque qui s'appelle Tinka, donc qui est une marque Oula, néerlandaise, ça s'écrit comment? Tinka, mais il paraît qu'il faut dire Tinka. C'est ce que j'ai vu sur leur site internet. Généralement, quand les fabricants Ok. t'expliquent comment le nom de la marque se dit, c'est que ils sont pas très très connus. Donc l'idée en fait c'est que cette marque a annoncé la sortie d'une passerelle qui va être compatible avec tous les produits, une grosse partie des produits Z-Wave, donc qui est une des normes de domotique qui est assez répandue. Et l'avantage de cette boîte-là, de cette boîte connectée, c'est qu'en fait ça va rendre des produits Z-Wave compatibles HomeKit. Et ça c'est plutôt intéressant, ce sera la première disponible à la vente et ça va être certifié HomeKit, donc ça veut dire qu'ils vont payer la licence pour avoir le droit de dire que c'est HomeKit et ça pourrait permettre la compatibilité de 3300 produits qui sont certifiés Z-Wave, qui du coup deviendraient certifiés HomeKit. C'est vachement bien ça. Ouais, c'est vachement bien, ils annoncent 600 marques, donc c'est assez énorme. Alors il y a des marques qu'on connaît déjà, j'ai vu Velux, j'ai vu Netatmo et compagnie, qui sont déjà des produits compatibles HomeKit. Pas tous, pas toutes les gammes, mais là du coup on aura tout compatible HomeKit. Alors par contre le prix pique un peu, on est sur un produit qui coûte 435 €. Alors moi c'est vrai que pour l'instant j'ai tout pris en HomeKit, donc ça m'intéresse pas trop, mais je pense à des gens qui pourraient avoir déjà des produits compatibles Z-Wave, ça pourrait être une bonne solution pour retrouver tous ces éléments-là dans la maison connectée. Ouais, vachement intéressant. Merci François. Et ben on se retrouve dans un instant pour le tuto audio. Si vous voulez savoir au millimètre près combien mesurent vos enfants, je vais vous expliquer comment faire avec le lidar de l'iPhone Pro. A tout de suite. Le tuto audio, comment mesurer ses enfants ou n'importe qui avec le lidar de l'iPad Pro, de l'iPhone 12 Pro ou Pro Max. D'abord, petit retour en arrière sur ce lidar, ce drôle d'appareil qui balance des faisceaux de lumière invisibles à l'œil nu, des lasers en fait pour mesurer les distances et cartographier l'espace. Chez Apple, le lidar est apparu sur l'iPad Pro en mars 2020. Et sur les iPhones avec les modèles Pro et Pro Max de la gamme iPhone 12 il y a un an, on les retrouve aussi évidemment sur les mêmes modèles de la gamme iPhone 13. Au fait, LiDAR, ça veut dire Light Detection and Ranging, ce qui veut dire détection de lumière et mesure de distance. En fait, c'est un peu comme un sonar qui mesure le temps que met la lumière qu'il envoie pour lui revenir, ce qui donne une mesure très précise. Et donc, le LiDAR peut aussi remplacer le mètre à enrouleur et le bouquin à l'horizontale que vous posez d'habitude sur la tête de vos enfants pour mesurer leur taille, par exemple. Pour ça, depuis iOS 12, il y a l'appli Mesure en standard sur votre iPhone, Mesure au pluriel. Cette appli existait déjà avant le LiDAR, mais depuis qu'il est arrivé, elle est encore plus précise. Alors comment ça marche ? Eh bien, prenez votre iPad Pro, modèle 2020 minimum, ou votre iPhone 12 Pro ou Pro Max, en attendant l'arrivée des modèles iPhone 13. Faites quand même un tour dans Réglages, puis dans Mesure pour vérifier que vous êtes bien sur métrique pour l'unité de mesure, histoire de bien parler en centimètres et pas en pieds. Lancez l'application Mesure.
visez la personne à mesurer devant vous. Faites en sorte qu'elle tienne dans le cadre des pieds à la tête. Ne bougez pas, fixez-la et attendez quelques instants. Voilà, la taille va s'afficher et sauf coiffure très excentrique, la mesure devrait être très précise. Alors ça marche avec absolument tout dans la maison et autour de vous. Tuto audio terminé, place à nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine, on va faire un tour de table avec toi François pour commencer. Ton coup de cœur cette semaine ? Moi, ça va être en 2 mots, iPad mini, cœur sur lui, je suis très content de l'avoir. Un peu déçu pour le Smart Connector, mais c'est vraiment le produit que j'attendais. Un peu cher, mais c'est pas grave, je l'ai quand même commandé. Gilles ? Moi, c'est l'iPhone 13 Pro, clairement. Alors, peu importe la couleur, peut-être le nouveau bleu qui a l'air très très sympa, mais vraiment les nouvelles fonctionnalités au niveau de la cinématique, vraiment m'ont beaucoup séduit, même si vraisemblablement il va falloir rajouter des accessoires pour avoir un changement de point vraiment très, très fluide, à moins de s'offrir les services d'un cadreur expérimenté. Bon, tu m'as piqué mon coup de cœur qui était aussi la cinématique sur ces nouveaux iPhones. C'est pas grave, je passe la main à Fabrice. Quel est ton coup de cœur, Fabrice, cette semaine ? Alors mon coup de cœur en ce moment, alors attention, geekerie, sécurité informatique, c'est un service qui s'appelle Tailscale. Ça s'écrit Tailscale. C'est un service de VPN, alors qui ne sert pas à se faire passer pour être dans un autre pays pour regarder du contenu Netflix. C'est pas ça du tout. C'est vraiment pour Et faire nous un ne sommes pas tunnel sponsorisés par Tailscale, hein, je précise. Non, absolument C'est pas. un vrai coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur, mais ça c'est pour sécuriser l'accès via un tunnel sécurisé pour rentrer sur un serveur depuis l'extérieur d'une entreprise. Et c'est basé sur un protocole de VPN qui s'appelle WireGuard, qui est assez nouveau, qui vient du monde Linux, qui est très efficace, qui est très rapide. Et ce service-là permet d'utiliser WireGuard, qui est un petit peu compliqué à mettre en place, de manière vraiment très simple. J'utilise ça depuis une semaine, 10 jours. Je commence à le déployer chez des clients. Je trouve ça absolument formidable. Donc, la couleur, on s'en fout, mais la sécurité, c'est important. Il y a un prix unique ou ça dépend des configurations, du nombre de clients, ça vient aussi du monde Linux et donc du monde libre. Donc, on peut l'utiliser très facilement, gratuitement, jusqu'à 20 ou 50 machines, ça dépend. Et ensuite, il y a des prix très bas pour mettre ça sur des équipes. C'est genre $2 par mois par personne éventuellement. Mais on en a pour l'instant assez rarement besoin. C'est vraiment très efficace pour un prix donc très très abordable. Je suis très enthousiaste sur ce service que je viens de découvrir, qui existe depuis 1 an ou 2. Bon Fabrice, je voulais te demander, depuis que tu as ouvert la fenêtre, c'est chez toi les oiseaux ? Oui, absolument. Est-ce qu'on les entend ? J'espère que je vous en fais profiter un petit peu. Et vous avez eu le droit aussi à la visite de mon chat. C'est un peu l'automne sympathique grâce à toi. L'Apple Watch est sorti du coup ? Non, pardon. La suite, ce sera pour l'épisode 56, jeudi prochain avant 20h. Nous serons le 23 septembre, veille de la sortie des nouveaux iPhone 13. Entre-temps, iOS 15 sera arrivé lundi en version finale. Bref, les prochains jours s'annoncent riches et palpitants. Merci beaucoup Fabrice Neumann de nous avoir accompagnés en ce jeudi soir. C'était très sympa, comme d'hab. Ouais, merci beaucoup. Non, c'est vrai que c'était chouette. Et puis de pouvoir faire la suite du live de la keynote, c'était très chouette de pouvoir continuer à échanger sur ces sujets qui nous passionnent tous. Je renvoie vers toi parce que tu es mentor en technologie. Évidemment, tous ceux qui peuvent avoir besoin peuvent te contacter. C'est quoi le moyen le plus simple ? C'est mon site web qu'on trouve à l'adresse suivante, pro-fusion.biz, B-I-Z, comme business. Et ben voilà, merci encore et à bientôt dans iWeek, la semaine Apple et dans i5 aussi peut-être un jour. Allez savoir, avec plaisir. Merci aussi à vous les amis, Gilles, François.
Merci à toi. Avec plaisir. Tu Je vas, vous tu dis, vas nous manquer. Hein. Comment ça, je vais vous manquer? Ah non, mais on passe notre vie ensemble en ce moment, et là, je fais plus d'high five, donc voilà. J'ai déjà hâte d'être au prochain high five, Benjamin. Écoute, on peut déjà se dire à jeudi prochain, François, dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Et puis ton tour reviendra dans High Five, j'en suis sûr. J'espère. Entre-temps, abonnez-vous à iWeek sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée et soutenez-nous sur patreon.com/iWeek. On a besoin de vous pour faire vivre iWeek et pour le développer. iWeek, c'est du temps que nous consacrons bénévolement et vos dons nous permettront d'en prendre davantage pour un contenu d'encore meilleure qualité. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et à jeudi prochain. Bis à Ellie et à Jean-Christophe et salut à tous, bye bye, ciao! Salut à tous, une mention spéciale pour Gérald, le nouveau Patreon.